Encore une fois, il y a du contenu pour tout le monde, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Il y a quand même pas mal de personnes qui vont proposer des contenus pour attirer des personnes vulnérables, qui peuvent aller même jusqu'aux dérives sectaires. Aujourd'hui, le problème, c'est que quand tu es une femme, déjà dans la vraie vie, tu dois être parfaite, tu dois être ci, tu dois être une bonne mère, une ci, une ça. Et puis sur les réseaux sociaux, tu dois aussi être une belle gosse, matin, midi, soir. Sinon, tu performes pas, tu fais pas de like, tu fais pas de vues, et voilà. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Mamad et bienvenue sur Contrôle Z, le nouveau rendez-vous d'Aromazone. Contrôle Z, c'est un nouveau format qui embrasse pleinement les valeurs d'Aromazone, qui souhaite transmettre des connaissances tout en prenant soin de la santé de chacun. Pour chaque épisode, je serai accompagné par 3 invités, 2 personnalités qui vont nous apporter leurs témoignages et un expert qui va nous partager ses connaissances. Et parce que Contrôle Z, c'est aussi un espace de dialogue, alors on va répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Alors dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est notre rapport aux écrans et l'impact que ça a sur notre santé mentale. Aujourd'hui, on vit dans un monde où chaque scroll peut déclencher du doute, du plaisir ou une émotion. Et on est tous exposés à une tonne de contenu, que ce soit du contenu bien-être, de l'autodiagnostic ou des routines parfaites. Et du coup, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça nous permet vraiment d'aller mieux? Et surtout, comment est-ce qu'on peut reprendre la main sur tout ça? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. C'est notre rapport aux écrans et surtout l'effet que ça a sur notre santé mentale. Je vous apprends rien, mais sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a pas mal d'injonctions, que ce soit sur les routines bien-être, les conseils bien-être, etc. Et du coup, l'idée, pendant cette heure qu'on va passer ensemble, c'est de savoir à quel point ça nous aide à aller mieux, si oui ou non, et aussi comment on peut reprendre la main sur tout ça. Et donc, pour répondre à toutes ces questions, je suis accompagné de vous 3. Donc, on va commencer par Sally. Tu es créatrice de contenu. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Tu es juriste de formation. Et sur les réseaux sociaux, tu t'es fait connaître parce que tu parles d'actualité, tu décryptes l'actualité et la politique. Ouais. Juliette Katz. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Toi, tu as commencé en tant que chanteuse, tu es comédienne, tu es créatrice de contenu et tu parles aujourd'hui beaucoup de parentalité ou de santé mentale. Et enfin, Jean-Victor Blanc, tu es psychiatre de formation et psychiatre aujourd'hui. Tu es aussi auteur et fondateur du festival Pop MC qui parle de santé mentale autour de la pop culture. Exactement. Alors, première question, c'est quoi votre premier réflexe le matin quand vous vous réveillez? Je vais pas mentir, franchement, je regarde mon téléphone. C'est lui qui me réveille en fait, donc c'est mon C'est de sa horloge. faute. C'est mon alarme, oui. Pour qui se prend-il? Donc il me réveille, donc forcément je lui donne un petit peu d'attention le matin, effectivement. Et vous, c'est pareil? Pareil, c'est vrai qu'en me réveillant, pareil, c'est mon alarme, donc vraiment le piège. D'autant plus que, mais ça amène déjà le sujet, avant, on pouvait mettre une alarme et que le téléphone s'allume pour, et maintenant on peut plus. Donc en fait, on est un peu obligé de le laisser allumé. Alors quand même, je mets en mode avion, c'est quand même le strict, je pense, minimum. Et effectivement, je regarde les notifications, etc. Et alors que je sais que c'est pas très bon parce qu'on est dans un état qui est entre la conscience et le sommeil et dans lequel on est particulièrement vigilant. Donc, j'essaye de temps en temps de me faire au moins de me dire que j'enlève le mode avion qu'une fois que je suis debout, littéralement. Mais j'y arrive pas tous les jours. Et toi, Juliette? Mode avion, beau gosse, hein, parce que. C'est vrai? moi, Non. non. Ok. Mais parce que je me dis, au cas où, si quelqu'un m'appelle, on sait jamais, un À truc 2 comme heures ça. du mat, On sait jamais. ouais. Mais moi, c'est très récent que j'essaye de plus aller sur mon téléphone, là, parce que je dors pas toujours très bien la nuit, et j'ai regardé plein de vidéos, etc. Et en fait, j'essaye de plus trop le faire. Moi, j'ai un fils, donc c'est lui qui me réveille, c'est mon alarme, finalement. Mais en vrai, j'essaye un petit peu moins d'y aller. Mais je me rends pas compte si ça joue sur tu vois, si sur mon tempérament, si je vais passer une bonne ou une mauvaise journée. Je suis pas sûre d'être dans un truc il faut pas que je me rends pas compte, si tu veux, des effets bénéfiques pour le moment de pas aller sur mon téléphone le matin. Et sinon, si on parle du contenu bien-être qu'il y a sur les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce que vous considérez qu'ils vous font vraiment du bien quand vous les voyez ou plutôt ça vous met la pression? Moi, je pense que j'ai un avis assez divergent, mais je vois pas forcément où est le problème dans cet excès parfois de rigueur ou de discipline qui sont partagés dans des morning routines, des clean girl routines. Je peux comprendre que effectivement ça peut mettre une certaine pression, ou en tout cas pousser les gens à croire que c'est la base et que c'est facile d'avoir une routine aussi carrée, aussi parfaite. Spoiler, c'est faux, c'est très dur, c'est très scénarisé, mais je pense pas forcément que ce soit un problème en soi. Je pense que j'ai plein de copines, au contraire, qui ont élevé, entre guillemets, leur routine
en prenant plus soin d'elle, en faisant attention à ce qu'elle mange, parce que c'est très véhiculé dans le contenu clean girl. Donc, est-ce que c'est un peu superficiel? Peut-être, mais est-ce que c'est healthy aussi en fin de compte? Oui, tu vois, c'est-à-dire que si la morning routine, c'est se lever à 6 heures du matin, faire du sport, prendre du temps pour lire, méditer et après commencer à travailler, bon, oui, ça te met la pression parce que tu dis, alors je suis pas du tout à 1% de ce que cette femme fait, mais est-ce que pour autant c'est malsain? Donc, moi, en tout cas, c'est pas des contenus qui me font du bien. C'est pas, mais pas dans le sens où ça m'énerve. Ça te fait pas du mal non plus. Ça me fait pas du mal non Mmh. plus. Enfin, tu vois, c'est du contenu. En fait, franchement, pour moi, c'est du contenu. C'est comme les contenus de femmes ou de mecs qui cuisinent, c'est super healthy et c'est trop cool. Moi, c'est juste quelque chose qui me fait, tu vois, qui attire mon attention et que je trouve parfois un peu relaxant, un peu cool, mais tu vois, je le prends pas personnellement. Je me sens pas Très trigger. sensible au truc, quoi. Ouais, je me sens pas culpabilisée parce que ma morning routine ne ressemble pas à ça. Moi, j'arrive à dissocier. Je sais que les réseaux, c'est beaucoup de scénarisation, c'est beaucoup de faux. Ouais, parce Ça que me toi, dérange tu arrives à prendre le recul par rapport à ça. Oui. Mais tu as aussi beaucoup de gens qui vont se comparer à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mhm. Je sais que toi, Juliette, tu parlais vachement de tout ce qui est culte du corps qui est présent sur les réseaux sociaux. En fait, le truc, c'est que je suis un peu de l'avis de Sally et en même temps, je pense qu'il y a du contenu pour tout le monde Ouais. et qu'il y a des gens qui vont vachement être sensibles aux morning routines ou aux trucs de bouffe ou d'autres, ça va être du yoga. Enfin, il y a un peu du contenu pour tout le monde. Par rapport aux trucs de bien-être, etc., pareil, je suis pas sensible. Je peux regarder genre, oh, c'est agréable, c'est cool, j'aime bien voir ça. Je le referai jamais de ma vie. Voilà. Et j'ai pas, mais ça me renvoie pas une image genre, oh, je suis nulle. Non, après, c'est juste que par rapport au corps, pour moi, c'est encore un second spectre, tu vois, c'est un autre aspect. Mais c'est juste qu'en fait, encore une fois, il y a du contenu pour tout le monde, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres et qui donc, ça va les renvoyer à une image de je suis mauvais, je suis pas bien. Alors qu'en fait, c'est pas forcément ça l'idée première de ces contenus-là. Et toi, Jean-Victor, est-ce que du coup, dans ton cabinet ou parmi les gens que tu croises, tu ressens cette pression qu'il peut y avoir par rapport aux réseaux sociaux et tout le contenu bien-être? Donc, d'une manière générale, ce qu'on sait, c'est que certains de ces contenus vont être dangereux pour des personnes qui sont vulnérables. Parce que, notamment, lorsqu'on est atteint d'une dépression, lorsqu'on a des troubles du comportement alimentaire, on va avoir tendance à surconsommer ce type de contenu qui vont quelque part aggraver le mal-être, voire aggraver les symptômes. Parce que si, sur son feed, on voit que des gens extrêmement minces, extrêmement musclés, qui vous disent « Ah, bah moi, j'allais pas bien, mais avec ces 3 secrets, je m'en suis remis complètement. » Et en gros, si vous le faites pas, vous n'êtes pas des bonnes personnes. Pour le coup, ça vient aggraver un manque d'estime de soi, même si, évidemment, tout ça, c'est un peu à nuancer. Tous les troubles psychiques, c'est des pathologies qu'on dit multifactorielles. Donc, il y a une question qui est héréditaire, il y a l'environnement, il y a des aussi phénomènes comme et des caractéristiques sociales, démographiques, la précarité. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, quand même, peuvent, et surtout, pour le coup, et on le voit bien dans vos discours, vous êtes des professionnels, donc pour le coup, vous savez très bien en fait ce qui se cache derrière. Et souvent, la plupart du public n'a pas forcément ce recul et donc peut avoir tendance à prendre vraiment les choses pour argent comptant. Et on sait qu'il y a quand même pas mal de personnes qui vont proposer des contenus très attractifs sur ce registre-là pour attirer des personnes vulnérables qui peuvent aller même jusqu'aux dérives sectaires. Et c'est pas juste moi qui le dis, c'est vraiment l'organisme qui surveille les sectes en France qui a dit qu'il y avait énormément de dérives sur le sujet en parlant un peu de développement personnel, mais au final en fait attirant des gens vers des choses vraiment pas du tout sympathiques. Donc c'est vrai qu'il y a de tout, mais il y a quand même aussi des choses assez négatives qui peuvent être véhiculées, notamment quand on n'a pas le recul vis-à-vis de ces contenus-là, quoi. Oui, il y en a qui abusent vachement du système et justement parce qu'il y a des gens vulnérables et tout le monde se proclame thérapeute, médecin, coach en je sais pas quoi, etc. Il y a plein de gens qui adhèrent à ça, malheureusement. Ouais. Ce que j'allais dire, peut-être bien redéfinir du coup ce qu'on entend par contenu bien-être, parce que c'est vrai que oui. Là, tu parlais de développement personnel, ce que personnellement je déteste voir sur les réseaux sociaux parce que c'est très souvent du bullshit. Mais ce que j'appelle par exemple contenu bien-être, moi effectivement, ça va être des morning routines de clean girl. Donc vraiment ce que j'appelle le cliché de la matcha girl en yoga pants, qui suit sa petite routine miracle morning, etc. Ce que je trouve mimi, tu vois. C'est-à-dire moi, je vais pas me dire, ah là, elle participe à une culpabilisation générationnelle. Je me dis pas ça de ce contenu de ces jeunes filles ou de ces jeunes hommes-là. Par contre, là où il y a un vrai sujet pour moi, ça va être plutôt le culte de, par exemple, la modification physique, la modification du visage, les filles qui vont faire la promotion de la chirurgie esthétique sur TikTok, ce qui est
possible. Ouais. Et ça, par contre, Ouais, c'est de la c'est quelque chose promotion de... qui me dérange. Ouais, je comprends. C'est-à-dire que je comprends qu'on cherche une certaine transparence et beaucoup de personnalités ont déjà été critiquées parce que, oui, il y a de la chirurgie et c'est pas dit. Mais quand c'est fait de manière excessive, il y a un côté promotionnel qui se met en marche et moi qui me dérange parce que ça crée des complexes. Là, sérieusement, tu vois, c'était comme quand il y avait tout le débat sur Snapchat, sur les filtres, où maintenant les jeunes filles, elles arrivent chez les chirurgiens en expliquant, voilà, je veux cette tête-là, tu vois. Ça, c'est fou quand même. Là, je suis d'accord. Et là, je trouve qu'on rentre dans quelque chose qui est complexe et qui est un véritable problème dans notre génération. C'est ça ce que j'appelle les contenus pour moi complexifiants. Mais c'est vrai que voilà, le côté clean girl, etc., je pense aussi que les gens doivent prendre du recul et se dire, bon, bah voilà, la nana, elle fait sa routine comme ci, tant mieux pour elle, moi j'ai la mienne et puis basta. Tu vois, il y a aussi un petit recul Mais on peut y voir aussi un truc bénéfique. Aussi, Tu peux aussi te dire, ah, tiens, je vois cette nana qui fait du yoga, je dis, tiens, j'ai envie de m'y mettre. C'est pas forcément mon cas, mais je pense qu'il y a des gens qui vont... Tu vois que ça peut booster un petit peu. D'autant plus que ça a des conséquences. L'exemple que tu citais sur la médecine et la chirurgie esthétique, on le sait, aujourd'hui, beaucoup des actes sont faits sur des personnes qui ont moins de 30 ans. De plus en plus, et il y a clairement un lien qui peut être fait avec les réseaux sociaux. Il n'y a rien d'autre qui puisse expliquer que en 20 ans, on soit passé d'une moyenne d'âge où on était sur quelque chose de la chirurgie anti-âge, donc par définition, c'était quand même au-delà de 40-50 ans, à aujourd'hui une majorité des actes qui vont toucher alors les plus jeunes et les hommes. Et donc clairement, on voit avec effectivement des demandes qui viennent tout droit des réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un impact assez fort, même sur des phénomènes où on se dit c'est la santé, c'est... quand même encadré médicalement parce que la plupart des interventions sont quand même performées par des médecins ou des chirurgiens, bah malgré tout, il y a une énorme pression, quoi. Et du coup, ouais, par rapport au temps passé sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, un jeune français passe en moyenne 3h30 sur les réseaux. Vous, c'est quoi un peu le temps que vous passez sur les réseaux? Est-ce que vous vous considérez comme accro? Ah bah moi, j'assume parce que c'est mon taf en plus. Donc je suis sur les réseaux sociaux. Mon temps d'écran est un peu effrayant. Je pense que je peux atteindre les 10 heures facilement. Pas forcément que sur Instagram ou TikTok ou autre. Très souvent beaucoup sur WhatsApp ou sur les applications de montage comme InShot ou autre. Mais c'est vrai que je suis très souvent sur mon téléphone portable. Ouais. Et vous? Ouais, bah, enfin, peut-être, j'en sais rien en fait. Mais oui, parce que je pense qu'il y a du fait que c'est notre travail. Mais après, je me demande si parfois on se cache pas un peu derrière ça aussi, tu vois. Parce que moi, souvent, je suis sur TikTok et moi qui me fait, tu fais quoi? Je fais de la veille, laisse. Alors que pas du tout en fait. Mais oui, la veille. Ouais, c'est ça. Mais oui, moi je passe beaucoup de temps. Ouais. Moi, je pense que j'y passe trop. Alors moi, pour le coup, c'est pas mon métier principal puisque je travaille à l'hôpital, mais ma moyenne, c'est entre 3h30 et 4h. Et vraiment, à chaque fois, je suis effrayé de venir semaine après semaine. C'est quand même beaucoup, c'est beaucoup trop. Et certes, j'y vais un peu parce que je suis aussi présent sur les réseaux et que c'est un moyen de communication et de pédagogie. Mais clairement, je ne saurais pas dire le ratio entre ce que je regarde, qui m'intéresse, qui me divertit, qui est intéressant et du temps passé clairement à scroller. Après, dans les conseils à faire, c'est vrai que ça dépend des marques de téléphone, mais avoir déjà au moins une notification qui te dit combien de temps tu y passes, voire de mettre des contrôles, de se dire voilà, des restrictions, je passe 1 heure ou 2 heures sur telle et telle appli, même si ça reste imparfait. Je pense que c'est quand même, ça a montré pour le coup quand même une réduction du temps d'usage parce qu'en fait on se dit il est 11 heures, j'ai déjà passé 1 heure sur cette application. C'est déjà en fait trop. Donc ça, je pense que ce sont des choses à essayer qui devraient peut-être être plus valorisées quelque part. Est-ce que tu sais ce qui se passe côté cerveau quand on est sur son téléphone et tu sais qu'on scrolle plein de vidéos à l'infini? En fait, il se passe plein de choses, sachant qu'on le voit bien, notamment, on en parlait un petit peu tout à l'heure, entre les débuts des réseaux sociaux, Facebook à TikTok, pour le dire rapidement. En fait, ils ont intégré beaucoup de mécanismes dont on sait qu'ils peuvent induire une dépendance, même si on pourra en reparler. Aujourd'hui, c'est difficile de parler de dépendance aux écrans ou de dépendance aux réseaux sociaux, mais néanmoins, le fait que, par exemple, il y ait toujours de la nouveauté, le fait que les vidéos soient beaucoup plus attractives pour notre cerveau, le fait que les vidéos sont aussi construites pour nous accrocher le plus rapidement, le fait qu'il y a pas mal de choses aléatoires qui arrivent, le fait qu'ils ont multiplié le nombre de notifications. C'est vrai que peut-être qu'initialement, les notifications, c'était quand il se passait vraiment, enfin, on a quelqu'un qui nous contacte, etc. Bon, maintenant, c'est vrai que pour tout et n'importe quoi, on a une notification, ceci pourrait vous intéresser. Bon, comme si c'était vraiment urgent qu'on aille cliquer pour voir ce qui pourrait peut-être nous intéresser. Il y a le FOMO aussi qui rentre en jeu. Bien sûr, qui du coup est accentué par la manière dont finalement les applications sont aujourd'hui construites, quoi. Je voulais parler aussi d'autodiagnostic. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, sur les réseaux sociaux, on voit, je sais pas, on va parler de TDAH.
Ils vont dire, voilà, en fait, si tu as tel et tel symptôme ou ce que tu te reconnais dans cette vidéo, t'es TDAH. Vous, c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé de vous auto-diagnostiquer suite à une vidéo que vous avez vue? Moi, pas forcément dans ce sens-là, mais moi, c'est des abonnés qui vont me dire que je suis TDAH, Ah ouais, c'est intéressant. que je suis zèbre et que je ne sais. Ouais, Zèbre, c'est quoi? Bah, bonne question. Parce qu'on appelle les ZEP, pour le coup, c'est pas vraiment un diagnostic, mais c'est toutes les personnes qui sont ce qu'on dit HPI, donc haut potentiel intellectuel. C'est un terme qui a été démocratisé par une psychologue spécialisée sur le sujet pour parler de personnes qui ont une intelligence neuroatypique, donc qui est plutôt pour le coup une caractéristique que les personnes vont s'auto-attribuer, mais qui n'est pas un diagnostic. Parce que souvent, quand on parle d'autodiagnostic, il y a en fait d'un côté les diagnostics qui sont en fait des éléments médicaux que normalement seul un médecin peut poser, parce que l'idée c'est que derrière c'est un trouble et un traitement, une prise en charge, et d'autres caractéristiques, on peut se dire je suis très sensible ou j'ai une intelligence émotionnelle très forte, comme on peut se dire je m'identifie comme telle ou telle caractéristique d'orientation, de genre, etc. quoi. Donc c'est vraiment, il y a une différence, mais souvent c'est un petit peu mis dans un grand mélange comme ça. Toi, Sally, ça t'arrive un peu ou pas? Ce serait mentir de dire non, parce que forcément, quand tu regardes une vidéo, tu dis « Ah, mais c'est vrai que je suis un petit peu comme ça ». Mais je prends beaucoup de recul parce que je pense qu'un des gros problèmes aujourd'hui, c'est que avec le sujet de la santé mentale qui s'est popularisé et c'est trop bien, mais a aussi créé une impression chez les jeunes et chez tout le monde d'ailleurs, qu'on a forcément des problèmes de santé mentale à un certain moment donné, ce qui n'est pas forcément le cas. Tu vois, parfois, bonne nouvelle, vous allez très bien, il n'y a aucun souci. Il faut vraiment tempérer cette course à diagnostiquer et savoir exactement ce que j'ai. Tu vois, tout comme un mal de tête ne veut pas forcément dire que tu as une maladie grave. En fait, c'est un peu le syndrome hypocondriaque, tu vois. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait pas encore les réseaux, enfin, qu'on n'avait pas TikTok, etc. Je me souviens, moi, j'avais un côté un peu hypocondriaque. Donc, dès que j'avais un petit problème de santé, j'allais sur Internet, sur un petit moteur de recherche, les forums, qui disaient toujours, t'as un cancer phase terminale. Donc, moi, j'ai grandi en étant persuadée, mais je l'ai encore, j'ai une phobie de la mort énorme. Je suis persuadée, dès que je vais pas bien, que j'ai peut-être une tumeur au cerveau, des petits trucs comme ça. Genre, vraiment, je suis assez paranoïaque à ce niveau-là. Et j'ai envie de dire aux gens, ne tombez pas dans cet excès-là aussi avec votre santé mentale où dès que vous êtes un petit peu tracassé, vous pensez directement que vous êtes en dépression. Non, tu vois, genre vraiment, faut faire vraiment très attention à ça. J'ai des proches, y compris moi-même, qui ont vécu déjà des dépressions. Vous n'avez pas envie d'être dedans. Genre, il faut éviter de confondre une petite déprime ou un petit passage à vide qui arrive à tout le monde et une dépression chronique et des envies de TS. Genre, il y a plein d'étapes. Il faut faire attention de pas tout mélanger. Et Jean-Victor, tu disais qu'il y a une romantisation de la dépression dans la pop culture. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est aussi à un moment où, au-delà des réseaux sociaux, on parle beaucoup de santé mentale. Elle est présente dans beaucoup de séries, de films. Et ça, c'est plutôt quelque chose de très positif. Après, l'idée, ça va être en fait d'utiliser ça pour vraiment voir ce que ça peut dire de la santé mentale. Et donc, l'idée pour moi, c'est d'essayer sur les réseaux de faire de la pédagogie, en fait, d'expliquer, de dire, en fait, l'addiction, ça peut ressembler à ça. Tel et tel symptôme, les soins ça peut ressembler à ça, mais c'est de la fiction, donc c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et évidemment, pour aider les personnes à s'éduquer et consulter lorsque nécessaire, parce que c'est vraiment là la distinction qui est pas toujours simple, parce que sur les réseaux c'est aussi aujourd'hui un mode d'éducation, donc il s'agit pas de dire on peut pas de toute façon, on n'a pas les pouvoirs et vu les enjeux économiques, on ne retournera pas à un temps d'avant les réseaux sociaux. En revanche, il faut essayer de transformer ça en des lieux qui sont quand même où il y a plus de pédagogie, des sources qui vont être plus qualifiées et où les gens vont être plus éduqués aussi pour différencier effectivement la recette miracle. On se dit, bah voilà, en 3 clics, en 3 jours et en 300 euros, on est guéri d'une pathologie qu'on n'a pas. Effectivement, en fait, peut-être que c'est un problème qui me concerne et du coup, je vais aller dans la vraie vie quelque part consulter, parce que c'est là aussi la distinction. En fait, quand on a vraiment un trouble, quand ça génère un handicap, une souffrance, il faut consulter dans la vraie vie, quoi. Pour le coup, c'est pas une appli. Enfin, les applis, c'est quand même des organismes financiers, lucratifs, dont le but est qu'on passe le plus de temps dessus. Hein. Ils sont pas là pour soigner. C'est pas un hôpital, c'est pas un médecin, et c'est pas forcément que du bienveillant. Même si on voit que des communautés se constituent autour de troubles et que ça a permis la libération de la parole sur le sujet. Donc c'est vrai que mes réponses, elles sont toujours un petit peu ambivalentes, mais c'est la réalité qui est comme ça. C'est pas tout noir ni tout blanc, quoi. Et Juliette, par rapport, enfin toi, tu parles beaucoup de postpartum ou de TCA. Est-ce que dans ta communauté, il y a des gens qui t'ont dit « Ah, mais en fait, grâce à tes vidéos, je me suis reconnu dans tel trouble ou tel diagnostic ».
et du coup, ça m'a aidé à consulter ou pas? Complètement, c'est pour ça que je le fais en fait. C'est parce que bon, moi, ça libère ma parole et que je trouve ça toujours très intéressant de parler de choses dont on ne parle pas et de choses où, voilà, où on est vulnérable et tout ça. Moi, je trouve que c'est vraiment l'authenticité, c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans la vie. Et que je vois bien que quand j'aborde des sujets comme les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, ou le postpartum, qui est du coup le après-accouchement, j'allais dire les femmes, mais les femmes sont tellement touchées par ça, malheureusement. Et du coup, il y a beaucoup de femmes qui se sentent seules. Parce qu'évidemment, il y a des forums, évidemment, on peut en parler avec des copines sur des applis, sur des trucs. Mais je vois que quand je fais des vidéos comme ça et comment ça résonne, même encore maintenant, alors que c'est des vidéos, le postpartum, mais même les TCA, ça a sorti il y a quelques mois, tous les jours, je reçois des mails. Tous les jours, je reçois des mails de merci, j'ai besoin, grâce à toi, machin. Donc, je vois bien que ça compte et qu'il faut continuer, même si parfois ça coûte. Parce que c'est dur de parler de soi et tu vois, de se montrer de manière. Moi, je pleure en vidéo et tout, mais en plus, c'est pas du tout. C'est vraiment genre, juste, je vomis le truc, non, mais je le dis comme ça très spontanément. Et parce que parfois, il y a de la colère et tout machin, mais je vois bien que ça résonne beaucoup et je continuerai à le faire autant que nécessaire, quoi. Et toi, Sally, tu parles pas mal de santé mentale. Pareil, tu as des gens dans ta communauté qui se disent grâce à ton contenu, ça m'a aidé, j'ai pu consulter ou. Pas forcément, j'ai pu consulter parce que souvent les gens qui vont m'écrire ont déjà consulté. Mais c'est plus le fait de remettre ce sujet au centre de la table, même si encore une fois, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Donc je pense qu'on n'a pas non plus besoin de moi, mais c'est important pour moi de le faire parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui m'a touché moi, qui a touché des proches, qui a touché des gens que j'aime et à qui je tiens. Et je sais à quel point ça peut être destructeur. Donc, j'en parle parce que j'en ai besoin et parce que c'est un peu... je ressens pas forcément une responsabilité, mais c'est une envie. Voilà, j'ai envie d'en parler parce que je me dis j'ai une grosse audience. Mais du coup, on a besoin de toi. Je pense que les gens ont besoin de toi, des figures comme toi, tu vois, qui ont besoin de... Parce qu'ils s'identifient ou pour plein d'autres raisons. Oui, je pense qu'il y a aussi ce côté... En tout cas, moi, je l'avais aussi ressenti par rapport à pas mal de gens pour qui c'est encore tabou de dire qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Et donc, quand tu as quelqu'un que tu suis, que tu respectes, qui n'a pas honte d'en parler, tu dis, bon, bah, si elle n'a pas honte d'en parler à des millions de personnes, je ne devrais pas en avoir honte d'en parler à 2-3 personnes de ma famille, ou mes 10 amis au collège ou au lycée, tu vois. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Mais le problème, c'est que c'est vachement, et je pense que tu dois le voir beaucoup, mais c'est souvent identifié de je vais voir un psy, je suis faible et je suis nulle et machin. C'est vrai que, comme ce que tu disais tout à l'heure, tout le monde n'a pas un trouble psy, tout le monde n'a pas forcément l'obligation, en tout cas, d'aller voir un psychiatre, qui est du coup le médecin spécialisé dans les troubles psychiques. Et donc, l'idée, c'est aussi de se dire que à un moment où ça devient effectivement quasiment une tendance, attention quand même à pas non plus psychiatriser un petit peu tout, parce que, ce serait injuste, et puis deux, en parallèle de ça, et c'est un vrai sujet, il manque vraiment beaucoup de moyens, de personnel. Et c'est vrai que c'est parfois compliqué de faire de la prévention et de dire, voilà, il faut consulter, alors qu'en face, on a aussi des personnes qui disent, en fait, je voudrais, mais il n'y a pas de place dans le centre de consultation à côté de chez moi, ou c'est trop cher, ou il y a un vrai problème d'accès aux soins en France en santé mentale. Et c'est aussi une réalité avec laquelle il faut composer, quoi. Parfois, je me demande, est-ce qu'il y a forcément un besoin réel d'aller gratter et chercher sur ce qui va pas, etc. Moi, j'avais fait une thérapie, enfin, j'étais partie chez une psy pendant un petit moment, et à un certain moment donné, j'ai arrêté moi-même la thérapie parce qu'en fait, je commençais à réfléchir à beaucoup trop de choses. Je surinterprétais tout, je commençais à remettre en question toute mon enfance. En fait, je trouve que justement, quand t'es dans une... Moi, ma mère est psy, alors déjà, c'est la merde. Et donc, j'ai vu je ne sais pas combien de psy depuis que je suis petite. Et donc, c'est dur parce que ça vient remuer des endroits où t'avais pas envie que ça soit remué. Mais je me dis toujours, on va en ressortir un truc, tu vois, on va je sais pas, on va s'apaiser ailleurs, on va pardonner un endroit, on va comprendre des choses de nous. Ce qui est intéressant, c'est que, il faut pas non plus que ce soit une autre injonction en plus de toutes les autres. Et puis après, on sait que dans ce qui va nous faire du bien, certes, pour les troubles psychiques, ça va être vraiment les soins, mais il y a aussi d'autres manières d'aller bien. Certes, on a parlé un petit peu des routines, etc., mais aussi d'autres choses, et notamment, c'est ce qui me fascine dans la question aussi de la pop culture et des artistes, mais c'est vrai que la création, le don de soi, la solidarité, enfin être au service de autre chose, d'une cause ou d'autres, la création artistique, c'est aussi des endroits dans lesquels on se fait du bien et dans lesquels on trouve aussi des réponses sans forcément que ça passe par uniquement, entre guillemets, la thérapie qui peut être très utile, mais attention à pas que ce soit une autre injonction, parce qu'il y a des personnes qui finalement vont aussi trouver, se révéler quelque part dans autre chose que la confrontation à deux et chercher, entre guillemets, une origine. Juste d'un point de vue très concret, tu disais qu'il y a plus de demandes que d'offres.
comment on peut vraiment identifier quand on doit aller consulter? Disons que dans les grands symptômes qui vont amener à consulter, ça va être des choses assez basiques, mais en gros, qu'on n'arrive plus à faire ce qu'on a envie de faire dans la vie ou ce que la société attend de nous. Donc, derrière ça, il y a beaucoup de choses, mais quand on est lycéen, globalement, ou étudiant, c'est ses études, l'école, etc., le travail. Lorsqu'on a l'impression, soi-même ou son entourage, qu'on change de personnalité, parce que contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas un médicament ou une thérapie qui va changer la personnalité, c'est vraiment le trouble. Quelqu'un qui est joyeux, qui en fait n'éprouve plus de plaisir, quelqu'un qui au contraire était plutôt taciturne, qui à l'inverse va devenir complètement exubérant. C'est des choses qui peuvent vraiment marquer là aussi une souffrance. Et puis ensuite un ressenti de besoin, c'est-à-dire un mal-être. Et puis après, il va y avoir dans ce qui va relever du cadre de l'urgence, c'est vraiment un moment où là, il ne faut pas se poser de questions, il faut consulter, quoi. Pour le coup, c'est pas, là, on n'est pas sur ah, c'est normal ou ça va passer ou en faisant 2-3 aménagements dans ma vie, je vais m'en sortir, quoi. Pour le coup, là, c'est une urgence médicale et il faut vraiment, pour le coup, consulter. Et un petit rappel, donc il y a évidemment donc les psychiatres, c'est donc un médecin qui est spécialisé dans la prise en charge des maladies mentales. Le psychologue ou psychothérapeute, c'est des personnes qui ont étudié du coup la psychologie et qui peuvent du coup aider à faire des thérapies par la parole. Il n'y a que ces 3 diplômes-là qui sont encadrés, c'est-à-dire que certaines personnes qui vont se déclarer par exemple psychopraticien, il peut y avoir des personnes très bien, mais en fait n'importe qui peut se dire du jour au lendemain, je suis psychopatricien. Ce que tu veux dire, c'est que tu peux te former maintenant, tu peux te proclamer, thérapeute n'importe comment. Exactement. Et tu n'as pas besoin de formation pour être thérapeute ou coach. Non, faut faire attention. Faut faire attention et pas hésiter, pour le coup, si on le voit, à dire justement, c'est quoi ta formation? Parce qu'après, si la personne vous dit, je sais pas, j'ai fait 10 ans, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un service de psychiatrie. Bon, je sais pas, il y a des histoires individuelles derrière. Donc, mais en tout cas, ne pas hésiter à demander en fait quelle est la formation, parce que ça aussi, on le voit beaucoup sur les réseaux. Une formation en 48 heures, c'est sûrement très bien, mais voilà, qui a envie de se dire qu'après 48 heures, on connaît tout ce qu'il faut savoir au minimum, quoi. Mais moi, sur ce quoi j'allais rebondir, quand tu as dit effectivement, il y a plus de demandes que d'offres, mais je suis persuadée que les gens se sentent très seuls aussi, tu vois. Ah je ouais, pense que le fait aussi qu'il y ait une explosion de demandes d'aller voir un psychologue, psychiatre aussi, mais surtout psychologue, les gens ont besoin de parler, les gens se sentent seuls. Oui, mais tu penses que c'est dû à quoi? Mais parce que les gens se sentent seuls. Mais moi, je pense que c'est les réseaux sociaux. Je pense que c'est en partie à cause de ça. Je pense qu'il y a les réseaux sociaux, mais je pense que de manière générale, la société dans laquelle on vit aujourd'hui est extrêmement pressurisante. Ouais. Les gens n'arrivent plus vraiment à partager leurs problèmes avec leurs amis et leurs familles parce qu'ils se sentent un peu honteux. Je pense que même hors réseaux sociaux, on a tous été intoxiqués par cette philosophie il faut pas montrer nos émotions, il faut montrer qu'on est fort, il faut montrer l'exemple, etc. Je pense que tout le monde est touché par ça, en fait, même si on fait semblant. On a tous un ego, on est des êtres humains, on a tous des égos. Et ce qui fait que les gens se sentent super seuls et ont besoin de parler à quelqu'un, je dirais, en cachette, en fait, des gens qui ne les connaissent pas, tu vois. Je vais aller voir un psy parce que j'ai envie de lui raconter à quel point je me sens comme une merde sans que mes amis me jugent et puissent me ressortir ça à la prochaine embrouille, sans que ma mère ou mon père me regarde comme un enfant fragile de la fratrie, tu vois. Donc je vais aller voir un psy. Je vais aller suivre un coach en développement personnel qui est peut-être toxique, mais à ce moment précis de ma vie, j'ai l'impression qu'il va m'expliquer comment est-ce que je vais reprendre le contrôle de ma vie. Et je pense qu'il y a un vrai problème de solitude et de déconnexion entre nous. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dis à chaque fois. Tu vois, les réunions de famille, c'est quelque chose qui s'est perdu. Les réunions d'amis, on se pose, on discute, c'est quelque chose qui s'est quand même perdu à cause des réseaux aussi. Ouais, je te le reconnais. Mais aussi, vu qu'il y a une libération de la parole où on parle maintenant, voilà, et puis il y a les trucs des TDAH, enfin, tout est un peu, où on propose maintenant plein de trends, plein de, ce qu'on disait, des routines, machin. Les gens, je pense que s'identifient tout le temps les uns aux autres, qu'il faut parler. En même temps, moi, je sais pas parler parce que j'ai pas grandi dans une famille comme ça. Et ça crée un peu, je trouve, un trop plein de je suis pas comme il faut, c'est pas suffisamment bien. Enfin, tu vois, je trouve que tout est mélangé et qu'il y a aussi ce truc de solitude parce que, enfin, je sais pas comment l'expliquer, c'est qu'en fait, on a cette liberté de parole de plus en plus et je trouve qu'on se tait de plus en plus aussi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a un truc, je trouve, un peu de... C'est un truc que tu vois, toi, un peu c'est sûr que le ressenti de solitude, il est de plus en plus important dans notre société, mais pour le coup, c'est vrai à l'étranger. Il y a plusieurs pays, il me semble que c'est l'Angleterre, le Japon, qui ont carrément un ministère de la solitude. Ah ouais, parce qu'en fait, non seulement la solitude a des conséquences sur la santé psychique, mais pas que.
en termes de santé cardiologique, d'isolement, de précarité, etc. Et c'est vrai que probablement que nos modes de vie ont quand même tendance à induire plus de solitude. C'est vrai que les personnes se sentent, notamment dans les grandes villes, de plus en plus seules. Et l'exemple clinique qu'on a là-dessus, clairement, c'est le Covid, où il y a quand même eu une inflation des troubles psychiques et des mal-être, notamment dans la suite, parce que les gens se sont sentis aussi très seuls, avec un mélange qui est d'hyperconnexion, parce que du coup, tout le monde, et on se dit heureusement qu'il y a les plateformes, qu'il y a les réseaux, parce qu'on avait l'impression du coup d'être tous un peu dans le même bateau, mais on a sûrement pris aussi des habitudes qui sont pas forcément très vertueuses, notamment aussi le recours à la visio. Et là aussi, c'est pas de dire tout le monde fait des visios et moi le premier, j'en fais énormément. Mais c'est vrai qu'avant, on se disait on va se rencontrer, même si on communique aussi, encore une fois. Donc, c'est pas de dire c'est le diable absolu. On parle et on parle aussi avec nos amis. On rencontre des gens sur les réseaux. Mais c'est vrai que c'est un temps dans lequel on est déjà pas avec les autres, puisque on est avec quelqu'un en ligne, mais on n'est pas avec la personne qui est avec nous potentiellement. Oui. Et c'est vrai que, comme ce que vous disiez, il y a vraiment un filtre, parce que les réseaux, ils sont là pour qu'on reste le plus, ils sont pas là pour qu'on soit bien dans notre vie. Et tout ce qui fait partie de la rencontre aussi, de la surprise, de « Ah bah je rencontre telle personne et je rencontre une autre. Ah bah finalement la personne n'est pas exactement comme j'avais prévu, elle me dit pas exactement ce que j'avais envie d'entendre, mais ça me fait réfléchir ». Ça a tendance à se perdre sur les réseaux parce qu'on le voit, tout ce qui va être valorisé, ça va être les contenus très polarisants, donc les avis très tranchés, très courts. Et pour rester sur ce sujet des réseaux, aujourd'hui, il y a pas mal de créateurs qui vont pas hésiter à donner des conseils santé, des conseils de bien-être. Pour vous, à quel point justement les créateurs ont une responsabilité sur les réseaux sociaux par rapport à ce type de conseils qu'ils peuvent donner? Je dirais pas que c'est une responsabilité, je dirais pas que c'est un devoir, je dirais que ça dépend de chacun. Moi, pourquoi je n'aime pas surresponsabiliser les gens, c'est qu'après, ça donne soit de l'hypocrisie, soit des discours qui sont pas du tout bien étayés et qui créent plus de mal qu'autre chose. Là, on parle de santé mentale. Moi, j'ai un contenu aussi qui est très politique et j'ai vu les dégâts que ça peut causer de surresponsabiliser les créateurs de contenu à parler de certains événements politiques qu'ils ne maîtrisent pas, et c'est normal. On n'a pas forcément tous fait des études de droit ou de géopolitique et on n'est pas obligé de s'y intéresser aussi. Donc, la santé mentale, c'est à peu près la même chose. Ça nous concerne de manière beaucoup plus globale et générale, bien évidemment. Mais si tu ne connais pas ce sujet, tu n'es pas obligé d'en parler. Mais si tu as envie. Si tu as envie, tu t'informes, tu fais tes propres recherches et puis tu en parles à ta communauté en essayant du coup d'avoir des propos qui sont sourcés, qui sont étayés, peut-être de les renvoyer encore une fois toujours vers des professionnels, vers des livres que tu as pu lire, qui sont des belles références, tu vois. Par contre, je suis très contente de voir qu'il y en a plein qui en parlent bien et qui permettent à des jeunes, à des moins jeunes ou à des plus jeunes de se sentir vus, de se sentir écouté et de se sentir compris. Ça, c'est génial. Non, je comprends. Mais je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont t'envoyer des messages et dire « Ah, mais t'as pas réagi à tel sujet, tel sujet. » C'est pas grave. Et ça va exactement. C'est pas grave, faut pas regarder. T'es comme un média quand t'es créateur de contenu en vrai. Hein. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, t'es comme un média. Même si ta communauté veut que tu parles d'un sujet, si tu ne le maîtrises pas, tu n'en parles pas. Moi, je pense qu'il y a une forme de responsabilité. Même quand t'as 10 000 abonnés, ça reste quand même beaucoup. T'as une forme de responsabilité parce que tu t'adresses à un public. Mais tu es propre, tu es responsable de ce que tu dis. Ouais. En revanche, en effet, je pense qu'il faut connaître un petit peu. Si tu connais pas, t'es pas obligé, mais les gens vont en effet vachement te demander de « Ah, mais tu parles pas de ça, mais t'as parlé de ça, et puis qu'est-ce que tu penses de ça, et pourquoi tu fais pas ça ?» Moi, ça, j'ai reçu ça un nombre de fois, mais incalculable. Au bout d'un moment, c'était tellement pressurisant que je me disais « Faut que je parle de tout, mais en même temps, j'ai envie de parler de rien, parce que ça m'angoisse, et qu'en fait, je peux pas parler. » Tu vois, il y a des gens, j'en fais partie parfois, je peux pas parler d'un sujet parce que je suis tellement touchée et émue que je ne sais pas, tu vois, ça peut être ça aussi. Mais par contre, je pense qu'on a une forme de responsabilité. On sait qu'on s'adresse à un public. Et donc, on sait que, et c'est là où je mets un peu de nuance, c'est qu'on a une petite responsabilité. Et en même temps, une fois que tu as dit le truc et que les gens les prennent pour eux ou contre eux, les gars, je parle pas de vous, je parle de moi. À partir de quand ça devient dangereux qu'un créateur de contenu donne un conseil ? Disons que avant tout, je pense que ça repose les choses spécifiques à la santé mentale sur le manque d'éducation à la santé mentale qui est très fréquent parce qu'on ne l'apprend pas à l'école, parce qu'on en parlait très peu dans les médias et sur les réseaux jusqu'à il y a peu. Donc, en fait, peu de personnes savent en fait de quoi on parle lorsqu'on parle d'une dépression, d'un trouble bipolaire, d'un TDAH, alors que c'est des mots qu'on voit beaucoup. Donc, pour moi, l'idée avant tout, ce serait d'essayer d'améliorer le niveau d'éducation parce qu'en fait, les gens sont
rarement mal intentionnés, mais c'est juste qu'en fait, ils savent pas vraiment de quoi ils parlent lorsqu'ils parlent d'un psy. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, on peut se dire, allez tous chez le psy, entre guillemets, mais en fait, on sait même pas vraiment de quoi on parle, etc. Et comment c'est perçu derrière, parce que les gens disent, un psy, c'est, oui, le coach que j'ai vu qui me dit, si tu bois 3 matchas tous les matins, tu vas être guéri, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de confusion sur le sujet. Et donc, il y a des associations qui aident justement à se repérer comment en parler, comment éviter ces effets pervers. Et là, à partir du moment où on a quand même une certaine communauté et on veut le bien de sa communauté, je pense que effectivement, il faut dire soit on s'abstient complètement d'en parler parce que on se dit je suis pas qualifié pour. Et évidemment, il s'agit pas de faire une injonction. Il faut que tout le monde parle de sujet. Enfin, vraiment non, évidemment que ce serait pas bénéfique. Néanmoins, si on prend la parole, quand même, avoir une certaine responsabilité de se dire au moins, je peux dire un petit peu ce que je veux, mais sur certains sujets, il faut quand même faire attention parce que pour le coup, on parle vraiment pas de trucs théoriques. C'est pas comme effectivement un conseil food ou beauté. On dit bon, au pire, le gâteau, il sera un peu raté et on passe au suivant, quoi. Là, pour le coup, on parle quand même d'un problème de santé. Évidemment, en tant que psychiatre, c'est sûr que c'est quelque chose. C'est très bien d'insister là-dessus. Je pense qu'effectivement, c'est à partir du moment où tu décides de prendre la parole, il faut que tu acceptes effectivement que tu as une responsabilité dans ce que tu vas dire. Encore une fois, tu es responsable de ce que tu dis. Quand tu as une audience, il faut que tu acceptes et que tu comprennes et que tu réalises, en fait, parce que parfois certaines personnes ne réalisent pas que chaque chose que tu vas dire va potentiellement être vue par des millions de personnes qui n'auront pas forcément le discernement que toi tu as dans ta tête et comme tu l'as dit, qui vont être influencés pour le coup, pour de vrai. Et ça, il faut faire très attention et c'est pour ça, encore une fois, faire très attention avant de décider de prendre la parole sur certains sujets. Et si on revient un peu sur les tendances bien-être dont on parlait au début, est-ce que ça vous est arrivé de suivre une tendance bien-être et ensuite d'arrêter et de vous dire en fait non, ça devient trop toxique? En fait, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être tentantes, genre tiens, j'ai envie de tester ce truc-là, mais en fait, ça s'arrête là. Moi, par exemple, si je te dis un contenu bien-être que je vais trouver toxique, c'est toutes les trends qu'il y avait sur le summer body. Voilà. Là, on entre dans de la trend toxique où il faut que tu montres que tu as des abdos, que tu as le corps parfait. Exactement. Ouais, ça, tout à fait. Totalement. Maintenant, effectivement, un contenu du genre Miracle Morning et se réveiller tous les jours à 5h du matin. Bon, si t'as envie de tester ça, voilà. Si t'as envie de tester ça 1 ou 2 fois, pourquoi pas. Maintenant, ce qui est hyper important, je pense, de dire à chaque fois aux gens, c'est que les réseaux sociaux, c'est très scénarisé. Il y a des créatrices de contenu et des créateurs de contenu qui sont très naturels, qui sont très nature peinture, mais tu as aussi des créateurs de contenu qui sont là pour créer du contenu esthétique. Donc effectivement, sur une vidéo de 15 secondes de la routine parfaite, c'est 3 heures de tournage pour avoir le meilleur angle, si je rentre le ventre, si je ça. Il y a des gens qui adorent regarder ce genre de contenu parce que c'est un peu pour le plaisir finalement des yeux plutôt que d'aller le reproduire. À partir du moment où tu commences à te comparer et te sentir mal à l'aise parce que t'as pas le même corps, le même visage, le même ci, le même ça, là, mollo. Garde en tête que c'est scénarisé. C'est quoi un peu les stratégies concrètes que vous avez pour pas vous laisser submerger par les réseaux Mais moi, je suis complètement submergée par les réseaux. Moi, c'est terrible. Hein. Moi, ce qui m'embête profondément, c'est les statistiques. Parce que je vois que j'ai peu de recul, que je me compare parfois à des contenus qui sont très différents de moi. Parfois, mes trucs marchent très bien et c'est cool. Et parfois, quand ça marche pas, je me sens comme une merde. Et c'est très désagréable de ressentir ça. J'ai vachement de mal à mettre du recul, surtout sur une plateforme. TikTok, je marche pas trop, je m'en fous, voilà. Mais Instagram, c'est l'endroit principal. Et quand ça marche pas, vraiment, je me sens comme une merde. Et je sais qu'on est beaucoup, j'en parlais encore il y a 2 jours avec une créatrice de contenu, et qui, elle, connaît tous les gens hyper connus dans le milieu et tout. On est tous pareils, je sais pas si toi c'est le cas, mais j'ai vachement de mal à mettre de la distance avec ça. J'ai vachement de mal à me dire, je poste, je regarde pas ce qui se passe sur les réseaux, j'ai même pas besoin d'y aller. Moi, je connais 1 ou 2 personnes comme ça, hein, qui postent, qui regardent pas ce qui se passe, qui a pas TikTok, qui a pas tout ça, juste elle poste. Et elle regarde ses stats 1 fois par mois quand son agent lui demande. Moi, c'est pas possible, je ne sais pas faire ça. Et pourtant, j'essaie d'être dans un contenu très spontané, et vraiment, je le fais au maximum, mais il y a quand même un truc où ça me prend toute la place, quoi. D'un point de vue utilisateur, vous n'avez pas non plus... Bah si, je sais que je peux être vachement sur TikTok, mais parce que vu que je suis quelqu'un de très angoissé et que ma tête fonctionne tout le temps, je peux me réveiller la nuit. Ce matin, je suis réveillée depuis 5h du matin, tu vois, parce que je pensais à des choses. Pourtant, ça va, hein, ma vie ne va pas mal, mais je pense à des choses et je vois bien, je ne va pas mal. Non, mais quand je vais sur TikTok, c'est un moment de pause pour mon cerveau. Et c'est insupportable. Voilà. Parce que vraiment, je me dis, et si tu me dis, c'est quoi la dernière vidéo que t'as vue ? Bah, je ne pourrais pas te dire ce que j'ai vu. T'as mis un gros doigt sur quelque chose. Parce que moi, je l'assume totalement. TikTok, je n'étais pas rentrée dans le
dans la matrice, là, pendant un moment. Et je jugeais beaucoup les gens. Pareil. J'étais en mode, TikTok, la honte. C'est clair. Et puis, un jour, j'ai téléchargé l'application parce que j'étais obligée, t'es créateur de contenu, tu es sur toutes les plateformes, etc. Why not? Et en fait, moi, je me suis rendu compte, ça fait environ 6 mois, que c'est devenu mon moment pause de la soirée. Tu recommandes quoi, toi, à tes patients, justement, pour prendre les distances par rapport aux réseaux sociaux, tout ce qu'ils voient? Il faut essayer donc déjà de limiter le temps d'usage, enfin de prendre conscience du temps qu'on y passe. Alors après, c'est très particulier quand c'est son métier. Et quand ça ne l'est pas. Vous, c'est votre métier. Mais je pense qu'un des conseils aussi, et qui est très spécifique parce qu'aussi c'est des nouveaux métiers, hein, clairement, mais on le voit si on fait un peu l'analogie avec d'autres types de célébrités, voilà, d'artistes, etc., ou même de sportifs, la distinction entre c'est mon métier, c'est pas mon métier, elle est quand même plus claire. Notamment initialement au début, les créateurs de contenu, il y avait cette espèce d'illusion, et en tant que consommateur, c'est un petit peu ce piège, et en même temps c'est ce qui attire, que c'est juste des gens qui vivent leur vie et qu'ils travaillent pas vraiment. Alors qu'en fait, quand on vous écoute, et voilà, on voit un certain nombre, on voit qu'en fait c'est un vrai métier, sauf qu'en fait qui accepterait un métier qui est 24 heures sur 24? Donc en fait un métier par définition, même si ça peut être un super métier, moi j'adore mon métier de psychiatre, quand je fais une garde de 24 heures à l'hôpital, je suis très content de ne plus être un psychiatre le jour d'après. Vous, il y a un peu ce piège-là, je pense, qui du coup on peut appliquer un peu à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, même quand on est consommateur, on est aussi un peu acteur, et voilà, on est en vacances, on met quand même un selfie, on se dit, bien sûr, voilà, j'ai 50 vues. Vraiment, tout le monde s'en fiche. 50 likes. Essayer de pas du coup prendre ça personnellement. Et après, je pense qu'il y a aussi ce côté, parce qu'on le sait au niveau des rythmes biologiques, d'essayer de faire très attention. C'est vrai que typiquement, les réseaux sociaux, le soir, on sait que c'est vraiment mauvais, parce que même par rapport à un film où c'est un écran qui est plus passif, ou une série, hein, évidemment, là, on est dans une espèce de fausse interaction hyper stimulante. Donc, attention à essayer d'avoir des temps dans lesquels on va justement pas aller sur les applis, ou en tout cas d'y aller à certains temps, et que ce soit le plus court possible, justement pas avant le coucher, parce que ça aussi, c'est un grand classique chez les patients qui disent « j'ai du mal à dormir ». Qui s'endorment. Qu'est-ce que vous faisiez? Voilà, je suis sur les réseaux sociaux de 21h à 23h, après j'arrive pas à dormir. Bah oui. Si vous deviez limiter votre temps d'écran à 30 minutes par jour, c'est quoi les 3 sources que vous garderiez? WhatsApp, moi, Instagram, je quitte très souvent, je disparais, j'aime pas. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime poster en vrai de vrai. Moi, j'aime venir quand j'ai quelque chose à dire, après je disparais. Donc, Instagram, j'aurais pas trop de problèmes à quitter. TikTok aussi, ça m'arrangerait même. Moi, je pense que TikTok, pareil, je supprimerais. Ouais. YouTube, j'y suis aussi un petit peu. Ouais. Et Instagram, moi, je suis tout l'opposé de ça. Je me dis, il faut que je poste, il faut que je fasse du contenu, sinon on va m'oublier. C'est un enfer. Et là-dessus, sur le truc de la pause aussi, c'est intéressant, pareil, dans la pop culture, c'est quand même Selena Gomez qui a dit à un moment, elle a fait une pause sur Instagram, elle n'y est pas allée pendant, je crois, 6 mois, en tout cas son compte officiel, donc peut-être qu'après, parce que pour privilégier sa santé mentale, alors que c'était à l'époque, et je crois qu'elle reste dans les 10 personnes les plus suivies au monde sur Instagram. Et ce type d'exemples, ils sont à la fois emblématiques de, on peut être extrêmement brillante, connue et avoir un trouble psychique. 2, on peut aussi prioriser à un moment sa santé mentale. Et 3, c'était il y a quelques années maintenant, elle a eu le prix au Festival de Cannes, elle a sa série sur Disney+, qui cartonne. Enfin, je veux dire, ça n'a pas du tout été la fin de sa carrière ou un oubli, alors qu'on peut se dire franchement, pari quand même risqué pour une personne de cette notoriété-là, de cet âge-là, etc. Dernière question, quel conseil donneriez-vous à un jeune de 15 ans sur son rapport au corps, sur son rapport aux écrans ou à la santé mentale? Je pense qu'il y a un énorme sujet aussi sur les femmes, sur comment les femmes sont pressurisées sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai toujours dit les réseaux sociaux, c'est la société version digitale, tu vois. Donc moi, je parle souvent d'un effet inception, pour pas rentrer dans le détail, mais on a notre personnalité ici dans la vraie vie, et puis on a aussi notre vie et notre personnalité sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, le problème, c'est que quand tu es une femme, déjà dans la vraie vie, tu dois être parfaite, tu dois être tu dois être une bonne mère, une ci, une ça, et puis sur les réseaux sociaux, tu dois aussi être une belle gosse, matin, midi, soir, sinon tu performes pas, tu fais pas de like, tu fais pas de vues, et voilà. Moi, j'ai 28 ans, c'est des choses qui ont pu me toucher, alors que j'ai 28 ans, j'ai plus 15 ans ou 16 ans. Et ça détruit l'estime de soi de beaucoup de femmes qui n'arrêtent pas toujours de se voir avant tout comme un physique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut casser. C'est normal de prendre de l'âge, c'est normal de prendre en maturité, c'est normal d'avoir un corps qui a de la cellulite, un peu de vergiture, un peu de bourrelet, ou même beaucoup. En fait, on s'en fout. Le physique, c'est vraiment secondaire. Vivez votre vie, les filles.
Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de dire aux femmes aujourd'hui. Vivez votre vie, soyez libre d'être qui vous voulez et arrêtez de vous comparer et de regarder ce qui se passe sur les réseaux et de vous dire il faut à tout prix que je sois comme ça pour réussir. C'est faux. Purée, ça c'est vraiment très, 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 très faux. Et heureusement, je pense que toutes les personnes autour de cette table, qu'on n'a pas écouté forcément les injonctions parce que sinon, on se serait même pas lancé. Apprenez vraiment à vous reconnecter avec la réalité. Réapprenez à parler à tout le monde. Arrêtez de rester dans votre bulle. Je sais que c'est très confortable de rester dans sa bulle d'algorithme avec nos amis qui pensent pareil, nous aussi, nous ça. Sortez. Recommencez à vous sentir vivant. C'est hyper important. Sortez de votre inception personnelle. Arrêtons de se comparer, vraiment. Arrêtons de se comparer. Quand Sally a dit, en fait, le physique, c'est secondaire. Le physique, c'est secondaire. En fait, c'est pas, tu n'es pas ton enveloppe, tu n'es pas ton corps, tu n'es pas ton métier. Bon, après, ça rentre dans d'autres trucs, mais arrêtons. Je veux dire, les réseaux sociaux, elle l'a dit 12 milliards de fois, c'est scénarisé. Même moi qui suis dans de l'authenticité, c'est scénarisé parce que je veux que ce soit, enfin, on le sait. Donc, à un moment, pourquoi vous vous comparez? À qui? C'est quoi le but? C'est quoi la fin en soi? C'est là où il faut prendre à mettre un petit peu de distance avec tout ça. Si vous avez envie d'être sur les réseaux, soyez sur les réseaux, mais entendez ce truc de c'est scénarisé, c'est pas la vraie vie. Enfin, je suis complètement d'accord, on est en train de perdre complètement ce truc de communion, d'être ensemble, etc. parce qu'on est connectés tout le temps. Prenons un peu de distance avec ça. Et puis, en fait, on ne sera jamais parfait. Ouais. Il y aura toujours un truc qui n'ira pas. Il y aura toujours un truc qu'on voudra changer chez soi physiquement ou mentalement. Alors, du coup, c'est sans fin. Donc, à un moment, qu'est-ce qu'on fait de ça? Le conseil que je pourrais donner, c'est, au vu de tout ce qu'on a dit et des chiffres aussi sur la santé mentale, éduquez-vous vraiment sur ce qu'est la santé mentale. C'est pas en faisant des recherches ou en se renseignant sur les troubles qu'on devient malade. C'est plutôt l'inverse. En fait, savoir ce que c'est que la schizophrénie, c'est aussi une manière de voir qu'on n'est pas schizophrène et que c'est pas deux personnalités ou que c'est pas quelque chose qui se transmettrait comme la grippe. Ça, ce serait le premier élément. Et puis le deuxième, parce que c'est vrai qu'on a tendance aussi à avoir beaucoup un discours assez anxiogène sur la jeune génération. On l'a tous traversé, l'adolescence c'est souvent une période qui est difficile, mais on s'en sort et je pense que c'est aussi un message important d'espoir. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut traverser à l'adolescence où on se dit que c'est impossible, on s'en remettra pas, que c'est compliqué, que ce sera toujours comme ça, notamment la comparaison vis-à-vis des autres, les questions de harcèlement, etc. Et finalement, c'est des choses qui quand même s'améliorent quand on est adulte, alors quand aussi on a la chance de faire quelque chose qui nous plaît, etc. Mais vraiment un message d'espoir sur le fait que ça va aller mieux, quoi. Bah écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage, pour ton retour d'expert. C'était vraiment super utile. J'espère que ça pourra aider le plus grand nombre, les jeunes, les adultes. Moi, j'ai appris plein de trucs, donc j'espère que les autres aussi. Et pour vous autres, on se retrouve à la rentrée pour le prochain épisode.